Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois ma première invitée qui est Madame Laflamme. Elle va nous parler de la santé mentale et le domaine financier en fait au travail. Elle a eu des problématiques de santé mentale et elle a œuvré plusieurs années dans ce domaine-là. Un milieu très difficile justement pour la santé mentale. On pourra discuter avec elle dans quelques instants. À l'Espresso et Espresso allongé, il sera question du projet Human Brain. En début de deuxième demi, notre collaborateur Mike Santoro vient nous parler de démontrer de l'appréciation. Donc, comment c'est important de faire ça. Tout ça à l'émission pour la prochaine heure. On commence en chanson d'abord avec Baptiste Prudhomme. La chanson s'intitule « Juste une trace ». Bienvenue à Folie douce. Hitler matin, la fenêtre entrouverte, sur l'avenir est certain. Les jours passent, s'effacent, ils partent doucement chaque nuit. L'instant de laisser une trace dans la mémoire de nos vies. J'entends l'oiseau et le train siffle au loin. Sur le sentier, au bord de la rivière, jusqu'à la source j'ai marché, puisé dans l'eau et l'air. Les jours passent et s'effacent, ils partent doucement chaque nuit. L'instant de laisser une trace dans la mémoire de nos vies. J'entends le ruisseau, le bruit des pas de mon chien. Sans se retourner, le passé n'est qu'un souvenir, la trace d'un vieux abusé, une mémoire projetée dans l'avenir. Balade sans histoire, juste un souvenir anodin. L'odeur en mémoire, jour où l'automne revient. Les jours passent et s'effacent, ils partent doucement chaque nuit. L'instant de laisser une trace dans la mémoire de nos vies. J'entends mon écho qui me suit dans le chemin. Les jours passent, s'effacent et partent doucement chaque nuit. L'instant de laisser une trace dans la mémoire de nos vies. Les jours passent, s'effacent et partent doucement chaque nuit. L'instant de laisser une trace dans la mémoire de nos vies. Juste une trace dans la mémoire. Juste une trace dans la mémoire, juste une trace. Dans la mémoire, juste une trace. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est avec plaisir que je reçois mon invité, Mme Laflamme. Alors, bonjour Mme Laflamme, bienvenue à Folie douce. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui de santé mentale au travail et principalement au domaine financier. C'est un milieu que vous connaissez bien et c'est un milieu où il y a de plus en plus de pression. J'aimerais d'abord connaître un peu plus quel type de milieu dans lequel vous avez travaillé, justement, dans quel type de domaine financier c'était. D'accord. Moi, j'ai travaillé pour une institution financière depuis plus de 19 ans. Plus particulièrement au niveau des prêts aux petites et moyennes entreprises canadiennes. Et ce que je peux dire du domaine bancaire, c'est que c'est un domaine extrêmement compétitif.
On compétitionne contre les autres banques, on compétitionne contre les autres succursales, les autres secteurs et à la limite contre nos collègues. Tout est question de résultats et mesures de performance et on en demande toujours plus. Plus de ventes, plus de prêts, plus de retours sur investissement et ça n'arrête jamais. On se demande des fois quand est-ce que ça va arrêter. Bien, il me semble qu'il y a comme une limite, tu sais, puis on a l'impression quand on écoute les entreprises avec les objectifs qui augmentent justement comme à chaque année, il y a comme une logique qui n'est pas là parce que c'est pas vrai que les gens vont dépenser, la population croit oui, mais je veux dire, il y a pas... c'est difficile à comprendre la progression que les entreprises se mettent comme objectif. Ben effectivement, je pense qu'ils subissent un peu la pression qui a été causée par la mondialisation, le libre-échange et tout ça. On voit d'autres pays qui sont plus, en guillemets, productifs que le Canada, si on pense au Japon, à la Chine, des choses comme ça. Oui, la main-d'œuvre est moins chère, mais on se fait dire, eux autres, ils produisent plus, ils en font plus dans les mêmes délais. Fait que nous autres, il faut arriver à faire ça, sinon nos coûts sont trop élevés. Sauf que il faut regarder les capacités du capital humain, là, parce que l'humain, lui, il a ses limites, là, veut pas. Là. C'est beau à chaque année augmenter, mais au détriment de quoi? Je pense que si je fais un retour en arrière, à chaque année, on perd de plus en plus de nos plumes. Là. Oui. Si on regarde aussi les coûts au Canada, et je suis certaine que les autres pays industrialisés ne font pas exception, les coûts dépensés en matière de santé mentale ou d'absentéisme pour cause de santé mentale, je suis sûre qu'à chaque année, c'est de plus en plus élevé. Vous avez été combien d'années dans le domaine financier? 19 ans. 19 ans. Est-ce que vous pouvez associer, en fait, cette période-là avec le déclenchement des problématiques de santé mentale ou non? Bien, c'est sûr que c'est pas aidant. C'est pas aidant. Si je cite, par exemple, tu sais, si moi, je considère que la base minimum pour un employé, là, c'est qu'il ait droit à ses pauses et sa demi-heure ou son heure de dîner. Ben, dans les faits, on n'a même pas ça. Et ça, je trouve ça déplorable. Je donne un exemple. On a ce qu'ils appellent, eux autres, dans leur bel anglicisme, des lunch and learn. Ça veut dire, c'est le seul moment où tout le monde est disponible et le conférencier aussi. On fait venir du poulet ou de la pizza. Vous mangez et vous avez une formation. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que l'employé, il se ressource pas. Il est encore avec le mental qui roule. Il mange, il reste assis, puis il faut qu'il écoute puis qu'il apprenne en même temps. Après, il retourne à son bureau, il continue. C'est, à un moment donné, là, ça rentre plus. Ouais. C'est ça que les gens réalisent pas, ça rentre plus. Même si on parle de la formation, avant, on était inscrit pour de la formation, bon, c'était soit à l'extérieur ou dans une classe, on n'était plus physiquement à notre bureau. Bien là, à cette heure, on a des beaux webinaires. Fait que ça, c'est fais-les quand tu peux, préférablement pendant tes pauses, pendant tes heures de dîner, mais au travers de tes affaires. Tout ce que tu sais, c'est que tu as 2 semaines pour faire le module 1. OK. C'est rendu là. C'est rendu là. Fait que là, tu n'as plus de temps en tant que tel où est-ce qu'on dit ne pas déranger, je suis en formation. Non, tu as fait au travers de d'autres choses. Fait que qu'est-ce que les gens y font souvent? C'est vu que c'est accessible via Internet, un mot de passe et tout ça, ils le font chez eux. Fait que là, c'est rendu que tu en fais le soir. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, et là, je ne parlerai pas des cellulaires. Parce que là, les cellulaires, oh boy, toute une autre affaire. Parce que maintenant, l'entreprise, oui, elle fournit le cellulaire. Et le cellulaire est écrit sur la carte d'affaires. Et là, il n'y a plus de temps. C'est instantané. L'entreprise, elle sait qu'elle t'a envoyé un texto et que tu l'as reçu. Bien, eux autres, ils s'attendent à avoir la réponse du message dans les 5 prochaines minutes, gros maximum. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, le cellulaire fourni par la compagnie, c'est comme une laisse électronique. T'sais. Ah, tout à fait. Puis c'est ça, comme je disais, là, surtout là, avec les textos, puis que tout est instantané, il y en a absolument plus de liberté. Il y en a plus. Et moi, je calcule pas le nombre de lunchs que j'ai été, que ce soit en équipe ou avec des collègues, où est-ce que le téléphone ne sonne pas. C'est impossible, ça n'arrive pas. Et à chaque fois, la personne va regarder d'où provient l'origine de l'appel ou du message. Puis, donne-moi un instant,
je veux dire, on n'en a plus de On n'a vie. plus de vie et de pause. On se débranche plus C'est comme... ça. Et c'est bénéfique de faire ça. J'aimerais, on pourrait sûrement y revenir à cet aspect-là. J'aimerais connaître un peu mieux comment ça s'est passé dans votre cas, en fait, au niveau des problématiques de santé mentale. Donc, c'était au niveau du travail que ça s'est comme... Oui, il y a eu des problèmes. Oui, c'est au niveau du travail. Au début, on commence à moins bien dormir, on se sent pas bien, on se sent pas à la hauteur. Il y a beaucoup d'affaires qui changent. Ça aussi, c'est une affaire. Hein? Les politiques changent, les processus, les logiciels. Faut constamment s'adapter, les équipes, les ci, les ça. Fait qu'à un moment donné, moi, il est venu un temps où je suis devenue plus fatiguée. Ça a commencé comme ça. C'était de la fatigue. Après ça, c'était « Oups, j'oubliais des affaires. Ma mémoire était moins là. Ma concentration n'y était plus. » Et à un moment donné, là, ça s'est infiltré au niveau de mon appétit. Là, j'avais plus faim. Là, je voulais plus manger. Je voulais juste travailler parce que là, j'avais pris du retard. Mais là, je sentais que oups, il y a plus d'erreurs dans mes correspondances. J'avais pris 4 messages, mais j'ai retourné juste 3 appels. Là, on commence à être moins efficace. Là, on se le fait noter x10. Parce qu'on est habitué à un certain rendement. Oui, tout à fait. Là, les gens commencent à nous faire moins confiance, à redouter un peu de nous. Là, à un moment donné, il vient qu'on sent que je suis plus assez bonne. Et après un certain temps, ça devient, on dirait il y a un s'en-foutisme total. Là, c'est comme, on n'est plus là. On décroche. Là, on décroche. On se débranche jusqu'à un certain point. Oui, on est comme immunisé, mais quand c'est rendu là, je te dirais, il est trop tard. Il faut que dès le début, des gens observe. Il faudrait qu'on s'observe entre nous, que ce soit entre collègues entre équipes, entre équipes ou à l'affût. Un membre de la direction. C'est ça, pas arriver puis se faire dire « Hey, tu pars bien mal ton année, là. Tu sais, pourtant, il y a eu 2 semaines à Noël que tu as pris, là. C'est supposé d'être plus en forme que ça. » Non, pas vraiment. À la place, ça serait beaucoup plus aidant. Autant pour un collègue, un supérieur, un ami, si on voit que quelqu'un semble pas être dans son assiette et que ça fait déjà plus que 2 semaines. Donc, c'est pas quelque chose de passager. Ça peut arriver une journée. Oui, ça peut arriver où la personne a vécu un deuil. Mais là, si on voit que ça persiste et que c'était une personne qui, normalement, était souriante, là, elle l'est plus du tout. Elle mangeait avec ses collègues. Là, non seulement elle va plus manger avec ses collègues, mais elle mange plus tout court. Elle s'isole. Avant, elle échangeait avec ses collègues. Là, elle n'échange plus. Ben, ça serait peut-être une bonne idée d'aller la voir, puis voir cette personne-là et de lui dire justement, écoute, j'ai remarqué que tu sembles être différente. Si tu as besoin d'en parler, là, sache que je suis là. Si jamais tu as besoin d'en parler, n'hésite pas, viens me voir. Parce que je pense que t'es pas comme d'habitude. On n'a pas l'habitude de te voir comme ça. Fait que ça, au moins, ça laisse la porte ouverte. Ouais. C'est pas invasif. Ça vient pas abaisser la personne. Ça vient pas la juger de sentir comme ça. « Hey, t'es donc ben, pas vite aujourd'hui. » Justement, c'est pas blessant. Ça laisse la porte ouverte. Puis ça vient sécuriser la personne. Elle sent comme « OK, je vais pas. » Puis, oups, il y a une personne qui vient de me dire « Si tu veux en parler, tu peux venir. » Mais comme vous dites, dans le domaine, surtout dans le domaine financier, les gens sont tellement débordés que j'ai l'impression qu'ils sont même pas à l'écoute ou ils veulent pas peut-être rentrer dans ce processus-là en se disant, ben écoute, j'ai pas le temps même de faire le travail, la besogne que je dois accomplir. Donc, comment je vais m'embarquer dans une relation d'écoute ou d'aide? Ou, Effectivement. Évident, hein? Ça, c'est le gros malaise dans le domaine financier. C'est quand nous autres, on prend pas le temps de s'aider. Tu as justement mis le doigt sur le bobo. Pourquoi? Parce que on est en constante compétition, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Avec des objectifs. Et maintenant, à cette heure, avec le beau système de rémunération qu'on a, qui est basé sur boni,
basé sur la performance. Donc, on a vraiment un salaire de base, plus un boni basé sur la performance. La personne a dit, ben moi, mon boni à la fin de l'année, là, je veux qu'il soit beau. Parce que si j'ai bonne cote, comment ils disent qu'on verse des bonnets de 10 fois rien, ben c'est rien. C'est ça. Fait que en bout de piste, quelqu'un paye. Alors qu'avant, comme dans mes premières années à la banque, on avait un salaire par grade. Tout le monde avait le même salaire. Donc les bonnies existaient, mais c'était pas ça la Il n'y en avait pas de bonnies. Il n'y avait pas de bonnies. Alors ça c'était change, un salaire par grade, c'est tout. Maintenant, c'est un plancher. Comme des vendeurs à commission, quasiment, parce que tu as un salaire plancher, plus un boni de performance. Et le boni de performance, c'est pas juste pour les hauts gestionnaires ou les cadres supérieurs, c'est tout le monde jusqu'au balayeur. Oui. On a quelques minutes qui restent, Mme Laflamme. J'aimerais ça qu'on voit un peu les solutions en 2 minutes environ. Comment on pourrait améliorer, parce qu'on peut faire des belles suggestions, ça ne veut pas dire que le milieu va s'y intéresser, sauf que quand il va y avoir trop d'absentéisme, ils n'auront peut-être pas le choix d'y voir. Donc, quelles seraient des suggestions, peut-être? Bien, ma première suggestion, je souhaiterais l'envoyer au président de compagnie et à tous les hauts gestionnaires et aux décideurs d'être plus ouverts et de voir à ce que leurs gestionnaires, leur personnel et tout ça ne ferment pas les yeux devant cette problématique-là. Elle peut exister n'importe où. C'est pas parce que quelqu'un est vice-président de secteur de Chicoutimi ou d'XYZ que ça peut pas y arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Fait que d'être à l'affût de ça, de vraiment comprendre qu'est-ce que ça engendre, la santé mentale. C'est pas qu'on est faible, on n'a pas choisi que c'est vraiment une maladie. Fait que dans un premier temps, je dirais éduquer son personnel. Ouais, éduquer son personnel, s'enlever de la tête, le faire plus avec moins. Parce que l'humain a ses limites et tout ça. Ça, je dirais, c'est une autre affaire. Laisser les gens avoir leur pause et leur demi-heure ou heure de dîner. Les respecter dans ce libre choix de s'ils veulent sortir, prendre une marche, pas les confiner à autre chose pendant cette affaire-là. Et une autre grosse chose que je dirais qui est très importante, c'est donner-leur des objectifs réalistes. Arrêter d'être toujours au maximum, au maximum, au maximum. Parce que ça devient démoralisant. Ça défait, dans le fond, en anglais, on va dire « defeats the purpose ». Là. C'est si on souhaitait que ça les stimule, ben là, c'est juste parce que vu que c'est trop, c'est plus stimulant. Là, c'est démoralisant. Fait que ça affecte sur tout le monde, ça se reflète et tout ça. Fait que des objectifs plus réalistes, éduquer les gens, leur laisser des libres choix. Et dans le meilleur des mondes, je dirais que chaque entreprise ait un programme d'aide aux employés, puis des choses comme ça. Via les ressources humaines, c'est très important, même au niveau du coût que ça a, comme on en parlait tantôt. C'est tout le temps qu'on a. C'était fort intéressant. Merci beaucoup, puis bonne continuité. Bonne chance, surtout avec la santé. Merci. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se reparler dans une autre émission. C'était fort intéressant. Merci D'accord, beaucoup. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Je fais du feu et je danse et je tourne autour en vrai, je tourne autour en vrai. Au fond du ravin, je fais du feu et je tourne autour en vrai. Tape dans mes mains, j'entends un état de transe dans la lumière qui scintille, la lumière qui scintille. Tape dans mes mains, j'entends transe dans la lumière qui scintille. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un besoin dans le fond du ravin. Bamboula, nous ferons la bamboula, bamboula, bamboula. Nous ferons la bamboula, 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 bamboula.
reviens, je m'habille en ventre et puis je dessine un gorille, je dessine un gorille. Dès que je reviens du ventre, je dessine un gorille. Dès le lendemain, une chaudière descendre et je peins des points intégrés, des points intégrés. Dès le lendemain, une chaudière et je peinture intégrée. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un besoin de dessiner dans le fond du ravin. Bamboula, nous ferons la bamboula, bamboula, bamboula. Nous ferons la bamboula, 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 bamboula. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un besoin de ne plus rien remettre à demain. Bamboula, nous ferons la bamboula, bamboula, bamboula. Nous ferons la bamboula, bamboula, bamboula. Nous ferons la bamboula, bamboula, bamboula. Nous ferons la bamboula, 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 bamboula. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au Bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Alors, un sujet qui est un peu, qui titille un peu notre curiosité, c'est le projet Human Brain. Oui. C'est un projet qu'on pourrait dire un peu nébuleux. Je vais essayer de vous éclairer là-dessus. Ouais. Oui, en français, c'est évidemment le projet du cerveau humain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en février 2001, on avait finalement réussi à décoder la séquence de l'ADN humain. C'était Oui. un autre grand projet qui avait été lancé en 1989. C'était le projet du génome humain. Et ceci a permis d'établir le séquençage complet de l'ADN humain. Et grâce à cette avancée majeure, les scientifiques ont pu mieux comprendre les maladies et leur traitement, l'évolution humaine et de nombreuses autres questions. C'était un projet qui avait réuni plusieurs pays, de nombreux savants et des immenses ordinateurs et un budget énorme. Oui. Il y a également d'autres projets énormes. Il y en a un qu'on connaît en Suisse, c'est CERN, C-E-R-N, c'est la Communauté européenne en recherche nucléaire. C'est près de Genève. Alors, il y a un autre projet grandiose qui débute présentement en Europe. Ça s'appelle le projet Human Brain. C'est dirigé par une équipe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, le projet fédère plus de 80 institutions de recherche européennes et internationales pour trouver des traitements contre les maladies du cerveau via la reconstitution sur ordinateur du cerveau humain. Oui. La Commission européenne a annoncé récemment qu'elle contribuera à son financement estimé à 1,19 million de dollars. Alors, un autre projet grandiose qui pourrait s'étaler sur 20 ans. Le projet Human Brain a donc pour but de réunir toutes les connaissances actuelles sur le cerveau humain afin de le reconstituer pièce par pièce dans des modèles et des simulations informatiques. Ces modèles ouvriront de nouvelles perspectives dans le but de mieux comprendre le cerveau et les maladies neurologiques. Il s'agira également de développer des technologies novatrices dans les domaines informatiques et robotiques. Donc, on va gagner des deux volets, si on veut, à la fois en médecine et en informatique. Une lourde tâche, parce que très lourde tâche, tout le monde, même notre spécialiste, Jocelyn Morettini, le spécialiste du cerveau, nous dit souvent que le cerveau est tellement, c'est tellement vaste. C'est un incroyable ordinateur. Il s'attaque à quelque chose de gros. Peut-être un glossaire de ce qui s'est fait jusqu'à présent, parce qu'on ne sait pas, le cerveau, c'est mystérieux. Ah, c'est tout un projet. Lundi, le 28 janvier dernier, la Commission européenne a apporté son soutien à cette approche en annonçant qu'elle avait sélectionné ce qu'on appelle le HBP pour être l'un des 2 projets financés par son nouveau programme
qui s'appelle FET Flagship. La désignation du Human Brain Project en tant que FET Flagship, là, je sais que c'est un peu technique, là, mais c'est le fruit d'un long travail de préparation et d'évaluation rigoureuse mené pendant plus de 3 ans par un panel de scientifiques indépendants choisis par la Commission européenne. Dans les mois qui viennent, les différents partenaires négocieront un accord détaillé avec la communauté portant sur une première phase de lancement dans 2 ans et demi. C'est-à-dire, ça s'échelonnera. Cette première partie, c'est de 2013 à la mi-2016. Et le projet débutera à la fin de l'année en cours, soit l'année 2013. Une plateforme d'informatique médicale novatrice réunira toutes les données cliniques du monde entier. Les chercheurs en médecine pourront ainsi accéder à ces précieuses informations et les intégrer dans la modélisation de maladies. Alors, si on réussit ce projet, ça va être toutes sortes de percées médicales incroyables. Qu'on peut voir dans un avenir plus ou moins proche. On se donne 20 ans. Ouais. Donc, c'est bon quand même que beaucoup de chercheurs ont donné accès à leur information. Je sais qu'il y en a qui sont assez... comme on dit, protecteurs de leur information pour ne pas être volés. Oui. Mais finalement, l'idée est de pouvoir développer des techniques de diagnostic objectives pour les maladies neurologiques, de comprendre leurs mécanismes en profondeur et de fournir un outil à même d'accélérer la mise au point de nouveaux traitements. Enfin, ce qu'on appelle le HBP, créera des plateformes d'informatique neuromorphiques et neurorobotiques. Il s'agit de développer de nouveaux systèmes informatiques et robotiques dont le fonctionnement est basé sur la structure et les circuits cérébraux. Grâce à une connaissance plus profonde et détaillée du cerveau, il sera possible de résoudre les problèmes les plus critiques auxquels va faire face la technologie informatique, soit l'efficacité énergétique, la fiabilité et les difficultés considérables qu'implique la programmation de systèmes informatiques complexes. C'est bien. Alors, du pain sur la planche. Oui, mais on va d'ailleurs revenir plus tard à l'Espresso allongé dans cette émission aussi. Alors, Pierre, très beau sujet. On va revenir à ça, le projet donc Human Brain, de retour à Folie Douce. Donc. À venir dans l'émission Folie Douce, notre collaborateur Mike Santoro vient nous présenter son sujet « Démontrer de l'appréciation ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le projet Human Brain. Vous entendrez de plus en chanson les détours de Chantal Archambault et Chalet Rouge de Sylvia. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie Douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois Mike Santoro. Bonjour Mike. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce encore une fois. On a eu l'habitude de t'écouter sur plusieurs thématiques intéressantes. Tu as publié un DVD qui s'appelle le Projet 80-20. Oui. En fait, c'est une façon de voir les choses comme quoi tu divises un peu ta vie en fait en une partie médicale, une partie environnement. Puis c'est un peu ça la santé. Dans le fond, c'est d'arriver à faire en sorte que beaucoup d'éléments viennent influencer positivement notre santé. Ce n'est pas que médical, ce n'est pas que autre chose. C'est un peu un mélange de tout ça. En tout cas, pour toi, la formule a bien fonctionné. Puis le projet 80-20, c'est aussi les outils que j'utilise pour être bien. Aussi, c'est ça. Puis c'est une réflexion, une longue réflexion que tu as fait au courant des années. Comme tu nous en as déjà parlé, tu as eu des problèmes de santé mentale à partir de l'adolescence. En fait, ça date quand même de plusieurs années. Et ça t'a permis d'évoluer, en fait, de devenir une meilleure personne. Probablement que si tu n'avais même pas vécu ces problématiques-là, tu ne serais pas cette personne-là à qui on parle aujourd'hui. Oui. Fait que ça, c'est... Des fois, on se dit toujours, tu sais, il y a toujours quelque chose de positif, même dans la souffrance, puis dans les épreuves. T'sais. Oui, puis c'est intéressant que tu dis ça parce que quand je regarde en arrière, c'est sûr que j'aimerais pas revivre ces 30 années-là, mais je suis content que je l'ai faite parce que ça m'a fait une personne beaucoup plus forte aujourd'hui. Ouais, il y a des moments difficiles, il y a des moments où j'imagine que tu étais découragé, puis écoute, c'est pas évident, la santé mentale, c'est tellement tabou, puis tu nous as déjà parlé d'hospitalisation que tu as vécu qui durait des semaines, alors c'est pas évident là, d'être à l'hôpital. Des mois même. Écoute, les gens, des fois, ont de la misère à aller une journée à l'hôpital, imagine de rester pendant des mois dans un hôpital. 4 mois, oui, souvent c'était 4 mois à la fois. C'est difficile. Alors ça c'est à l'époque aussi, je pense qu'il y avait plus d'hospitalisation plus longue aussi, il y a ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Je pense qu'on essaie de garder les gens le plus possible dans leur milieu, si c'est possible, parce que le milieu hospitalier, ça peut avoir du bien, mais c'est pas toujours... Puis aussi utiliser des ressources communautaires, comme des centres de crise, comme exemple. Pour prévenir aussi la santé mentale. Pour prévenir, oui. Oui, donc on parle aujourd'hui de la thématique que tu nous amènes, c'est démontrer de l'appréciation. C'est une belle thématique parce que en règle générale, c'est pas souvent, je pense, que les gens démontrent de l'appréciation. On oublie souvent ce côté-là. On oublie souvent, et puis quand je parle de démontrer de l'appréciation, je pense que en général, les gens aujourd'hui, on a comme la tendance d'oublier de faire ça. Ouais. Je pense que dans le temps, je me souviens quand j'étais plus petit, on le faisait plus à montrer de l'appréciation. Mais dans mon cas, j'ai trouvé que quand je montrais de l'appréciation pour les gens qui étaient autour de moi, qui m'aidaient à développer puis à vivre mieux avec ma maladie, je leur montrais que en montrant que j'appréciais qu'est-ce qu'il faisait, c'est comme, premièrement, il comprenait qu'il ne travaillait pas pour rien avec moi. Ouais. Puis aussi, c'est comme s'il travaillait même plus fort parce qu'il savait que qu'est-ce qu'il était en train de faire, ça m'aidait. Ouais. Alors, puis ça, c'est montrer de l'appréciation, c'était pas nécessairement, c'est pas donner de l'argent, c'est pas nécessairement de donner quelque chose de matériel. Des gros cadeaux, c'est pas ça du tout. C'est, des fois, c'est juste, ça peut être comme exemple, mon travail communautaire que j'avais travaillé pendant plus que 25 ans ensemble. Souvent, je lui écrivais, pas souvent, mais peut-être une fois par année ou chaque couple d'années, j'écrivais une lettre. Puis dans la lettre, c'était une lettre, ça pouvait être une page, une demi-page, 2 pages, whatever. Puis j'écrivais les choses qu'il avait faites avec moi, qui m'ont aidé, puis la façon que c'était en train de changer ma vie. Puis ça, je me souviens, à un moment donné, j'ai fait ça plusieurs fois avec lui, mais une fois, je me souviens, cette lettre-là, pour lui, ça valait beaucoup. Parce que, je sais pas, c'était très touchant pour lui. C'est sûr qu'il était payé pour faire ce travail-là, mais d'avoir un cadeau comme ça, pas un cadeau, mais d'avoir cette appréciation-là, c'est comme, même la relation entre moi et lui, c'était même plus fort. Oui, c'est plus transformé peut-être presque en amitié, plus que juste un client puis un intervenant ou un travailleur. Oui, pas nécessairement amitié, mais c'est comme s'il mettait même plus d'efforts pour m'aider parce que il se sentait apprécié. Puis ça, c'est pour tout le monde. Hein? Quand on fait de quoi...
que ce soit au travail ou même les gens qu'on travaille. Puis, oui, on a un chèque de paye, mais quand notre superviseur vient nous voir puis dit, regarde, tu as fait bien ce travail-là, souvent, ça, c'est peut-être même plus important que le chèque de paie qu'on a reçu à la fin de la semaine. J'avais lu récemment, il me semble, il y avait une étude qui disait que les gens, plutôt qu'à choisir une augmentation de salaire, souvent, il y avait mieux l'appréciation. Absolument. Tu sais, il y avait un sondage, quelque chose qui disait qu'est-ce que vous aimeriez mieux au travail. L'augmentation de salaire, c'est beau, mais l'appréciation, les gens souffrent beaucoup de ça. Je crois. Oui, absolument. Puis c'est ça que j'ai trouvé que c'est parce que regardez, les gens autour de moi je suis la personne qui est malade supposément. Alors les gens autour de moi, ils ont le choix d'être là ou pas être là. Moi, j'ai pas le choix. J'ai une maladie mentale sévère et persistante, faut que je deal avec, mais les gens autour de moi peuvent dire bye bye, puis ils seront plus là. Alors si je monte pas si j'apprécie pas qu'est-ce qu'ils font pour moi, je peux même les perdre. Si, comme exemple, ma sœur a travaillé beaucoup avec moi, mais pour elle, c'est un choix. Elle peut décider un jour de dire, gars, je travaille plus avec toi, mec, je suis tanné, j'en ai assez. Alors, ça renforce le fait que c'est important de montrer, pour moi en tout cas, c'est important de montrer à tous ces gens-là, parce qu'à un moment donné, j'avais 8, 10 différentes personnes qui travaillaient avec moi, autour de moi, sur différentes choses. C'était le réseau que j'avais créé. Le réseau dont tu nous avais parlé. C'est ça. Alors, c'était important de les garder motivés, puis de vraiment connecter avec eux pour leur dire merci. Te souviens-tu quand est-ce qu'il y a eu le déclic? T'sais? Je veux dire, tu n'as sûrement pas toujours été comme ça. On apprend dans la vie, mais y a-tu quelque chose y a-tu un moment de ta vie, tu as dit, il faudrait vraiment que je monte mon appréciation, puis que je démonte en fait aux gens? Pour moi, pas vraiment, parce que pour moi, c'était comme normal. Mon père faisait ça, ma mère faisait ça, quand quelqu'un faisait quelque chose, quand quelqu'un nous aidait dans la famille, on montrait de l'appréciation. Pour moi, c'était comme... C'était presque normal pour moi de faire ça. Ce serait pas normal de pas le faire. Oui, c'est ça. C'est pour moi, ça. Mais après, comme je dis, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était très important dans mon cas. Puis c'est pour ça que je l'ai mis dans le DVD. Je l'ai mis à la fin, parce que c'est quelque chose comme on disait tantôt, souvent on oublie. On oublie de le faire. Puis dans le DVD, justement, c'est intéressant parce que le Dave qui joue toi, en fait, il est assemblé avec d'autres personnes qui l'ont aidé, des gens proches de lui, tout ça, puis il leur donne des petits cadeaux. Tu sais, des fois, on disait tantôt, c'est pas besoin d'être un gros cadeau. Des fois, c'est l'intention. Toi, tu parlais d'un écrit qui est bien aussi, puis tu vois que c'est sincère parce que, tu sais, il va serrer chaque personne, ça. Fait que tu vois qu'il essaie de connecter avec la personne. Ça, c'est important. Puis cette scène-là aussi, c'est pas juste les cadeaux qu'il donne, mais il donne comme il parle. Il dit qu'est-ce qu'il ressent à ces gens-là. Alors, puis ça, c'est plus important que les cadeaux que les gens ont reçus. Y a-tu des choses que t'as déjà faites au niveau en démontrant de l'appréciation? Tu parlais tantôt de la lettre, mais y a-tu d'autres choses qui ont touché aussi? Oui, des choses simples. Des fois, c'était faire déjeuner pour j'invitais, mettons, un travailleur, puis je faisais déjeuner pour eux autres, ou les appeler à leur fête, payer des petites affaires. C'est des choses. Ça prend juste un effort de le faire. C'est un effort. Puis aussi, comme, mettons, même si on écrit une carte pour leur anniversaire que ce soit l'anniversaire de mariage ou l'anniversaire de n'importe quoi, c'est pas juste écrire Mike. C'était prendre le temps d'écrire spécialement eux autres pour eux. Comme ça, quand ils lisent ça, ils savent que c'est j'ai pris le temps. Puis quand on prend le temps, la personne se sent cette personne a pris le temps de faire ça pour moi, de choisir la bonne carte, d'écrire de quoi dans la carte qui est personnelle. Puis je veux presque pas en parler de ça, mais quand quelqu'un me donne une carte, mettons, puis ils écrivent juste leur nom, pour moi, honnêtement, ça vaut rien dire. C'est ça. Ça vaut rien dire. C'est ça. Où est-ce qu'on a perdu cette... tu sais, on parlait autrefois, peut-être les gens avaient plus... on dirait qu'on prend pour acquis aujourd'hui que pas besoin de remercier personne, pas besoin d'apprécier. Tu sais, où est-ce qu'on a perdu ça? Je trouve que c'est une valeur c'est dommage qu'on l'a perdu.
C'est dommage, mais moi, je sais que dans mon cas, ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'a aussi permis de bien connecter avec les gens. Oui. De bien connecter, d'avoir une relation proche, d'avoir une bonne relation, d'apporter notre relation à un autre niveau. Oui. Et comme tu dis, même si les gens sont payés pour le faire, tu sais, que ce soit ton psychiatre, que ce soit un travailleur, ils sont payés pour le faire, mais il n'y a rien qui remplace l'appréciation. Oui. Puis comme tu dis, sans même vouloir chercher ça, les gens vont mieux travailler, si tu veux, avec toi après. Oui, parce que ils vont se souvenir de ce que tu as fait. Oui. Et puis, c'est pas que je le fais parce que je veux qui travaillent plus fort qu'avec moi. Pour moi, c'est juste normal de faire ça. Ça va de soi, puis on est des êtres humains, puis il faut essayer de... Effectivement. Et puis aussi, souvent, ça c'est comme un à côté. Quand une personne, comme il dit souvent, quand une personne n'est plus là, c'est quoi qu'on se rappelle de cette personne-là? C'est pas les cadeaux qu'on a reçus, c'est la façon qu'on se s'est senti, que la personne nous a fait sentir. Ouais. Alors, c'est ça, on est des êtres humains. Alors, c'est important pour moi de montrer cette appréciation-là avec ces gens-là autour de moi qui travaillent très fort. Oui, puis c'est une histoire humaine, en fait. On est dans une grande histoire, puis ces gens-là sont d'une aide, puis ça t'aide à t'améliorer. Oui. J'aimerais ça qu'on prenne quelques instants, Mike, pour mentionner justement ce que tu fais. Tu fais des conférences, et puis tu as produit en fait un DVD avec un collaborateur pour expliquer justement ces thématiques-là. Les gens peuvent l'écouter, le regarder aussi. Oui. Ça s'appelle l'histoire de Mike. Donc, les gens qui veulent en savoir plus pour être capables de le commander aussi, je pense qu'ils peuvent aller sur ton site web. Oui, ils peuvent aller sur le site web histoiredemike.com. Ouais. Sur le site, ils peuvent commander le DVD qui s'appelle le Projet 80-20. Aussi, je fais des conférences partout au Québec, partout au Canada. Puis là, aujourd'hui, je fais ça à temps plein. Oui. Alors, est-ce que tu écris régulièrement? Est-ce que tu blogues, par exemple, sur le sujet ou c'est à l'occasion? Je fais beaucoup de choses sur Facebook, mettons. Oui. Puis aussi, on a une section de blog sur histoiredemike.com. Puis il y a beaucoup d'articles qui... des dernières années, on peut reculer puis revoir tous les articles. Puis c'est pas juste moi qui écris les articles qui sont là, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent écrire. Qui s'intéressent à la santé mentale. Oui. Puis c'est toujours intéressant d'en savoir plus. Merci beaucoup de ta présence à l'émission. Puis à une prochaine, Mike. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Oui, ça nous a fait plaisir que tu sois avec nous. Merci. Merci. À bientôt. Façonnés par nos corps, brûler les étapes une à une sans remords. Je ne décide plus rien de moi. Empli par
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Nous poursuivons maintenant au micro avec l'espresso allongé. On a bien hâte d'entendre le reste de ton sujet qu'on a parlé un petit peu plus tôt à l'émission, donc de Human Brain, le projet Human Brain. Oui. Pierre, tu nous parlais justement que c'est un projet grandiose avec plein de chercheurs en Europe surtout. Oui. Mais est-ce que, par exemple, les Américains vont participer ou les Canadiens avec ces gens-là? Pas de façon officielle. Les Américains, il va y avoir certaines sociétés, oui, qui vont participer au financement. Mais les Américains ne veulent pas être en reste là-dessus et ils ont annoncé, en fait, le président Obama a annoncé récemment que les Américains auront leur propre centre de recherche pour faire la même chose, finalement. Sur le cerveau. Tu veux dire, Pierre, que c'est les seuls qui ne mettront pas leur cerveau ensemble pour faire un projet sur le cerveau? Si tu veux, oui. L'autre projet, c'est vraiment plus européen. Dans le fond, c'est les chercheurs européens qui se mettent ensemble. Oui, officiellement, c'est international, mais c'est beaucoup européen. Mais c'est parce qu'il y a tellement à gagner avec ce projet-là. Il y a toutes les retombées en informatique et il y a même, par la bande, là, il y a des retombées militaires. Parce que qui dit progrès informatique dit progrès militaire. Parce que même dans les combats, maintenant, ça fonctionne beaucoup par informatique. C'est toujours ce qui me fait peur dans ça. Je ne sais pas si c'est ça. C'est utiliser à mauvais escient. À mauvais escient, c'est ça. Exactement. C'est toujours bien quand la recherche va avoir des retombées sur déceler des maladies ou des choses. Puis ce qu'on n'a pas souligné, qu'il y aurait peut-être, c'est un projet européen, il y aura peut-être aussi un projet chinois ou asiatique. Aussi. Les Chinois, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais si on parle maintenant des Américains, ce qu'ils vont faire, alors, commandé par l'administration du président Obama, le projet américain de cartographier également le cerveau sera piloté conjointement par les agences fédérales, des fondations privées et des équipes de neuroscientifiques et ce qu'on appelle des nanoscientifiques. C'est ce que rapportait le New York Times récemment. Un effort concerté de grande envergure pour faire progresser la connaissance de l'homme sur les neurones, la perception et l'action et la conscience. Avec près de 100 milliards de neurones, le cerveau humain est suffisamment complexe pour que les scientifiques n'aient pas pu enregistrer jusqu'à présent l'activité d'un plus petit nombre de neurones en même temps. Le tout à l'aide de sondes physiques passablement invasives. Or, les chercheurs sont aujourd'hui convaincus que la technologie actuelle peut enfin leur permettre d'acquérir une compréhension plus complète et moins intrusive du cerveau. Si les scientifiques fondent autant d'espoir dans ce projet, c'est qu'ils pourraient à terme permettre de développer une technologie essentielle à la compréhension de maladies comme l'Alzheimer ou le Parkinson et de nouveaux traitements pour de nombreuses affections mentales. Une étude primordiale, donc, qui pourrait également ouvrir la voie à des progrès majeurs en matière d'intelligence artificielle. Reste à savoir à combien s'élèvera la facture, estimée à plusieurs milliards de dollars. Maintenant, malgré ces incertitudes, la plupart des observateurs sont résolument optimistes. Dans son dernier discours sur l'état de l'Union, Barack Obama a en effet insisté sur l'importance des recherches sur le cerveau, la meilleure façon, selon lui, d'investir pour le gouvernement. Il a dit dans son discours, chaque dollar que nous avons investi pour cartographier le génome humain en a rapporté 140 à notre économie. Chaque dollar, a-t-il insisté. Et il a ajouté, aujourd'hui, nos scientifiques cartographient le cerveau humain pour débloquer les réponses à la maladie d'Alzheimer. Ils développent des médicaments pour régénérer des organes endommagés. Ils élaborent de nouveaux matériaux pour fabriquer des batteries 10 fois plus puissantes. Alors, ce n'est pas maintenant que nous allons stopper, dit-il, ces investissements créateurs d'emplois dans la science et l'innovation. Il faut aussi dire qu'aux États-Unis, ils ont un réseau d'universités prestigieuses qui peut, comme Harvard, Stanford. Alors, c'est pas les grands cerveaux qui manquent aux États-Unis. Ils sont habitués de développer, d'investir beaucoup en développement ou en recherche beaucoup plus que d'autres pays, finalement. Oui, ils ont compris comment c'est important la recherche. Oui, puis ils ont aussi l'orgueil encore, même si leur puissance est moins importante qu'avant, d'être les meilleurs à travers le monde. C'est un défaut et une qualité des Américains aussi. J'aimerais finir avec peut-être une touche d'humour. Ouais. J'avais déjà, ici au micro, rapporté des citations célèbres sur le cerveau
Oui, t'en avais sorti plusieurs citations, mettons, de personnages célèbres, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment j'en ai d'autres et j'ai pensé, je trouvais que c'était de circonstance d'amener d'autres citations célèbres. Oui. Il y avait Georges Bernanos, qui est un écrivain français. Il avait dit « Le cerveau de l'imbécile n'est pas un cerveau vide, c'est un cerveau encombré où les idées fermentent au lieu de s'assimiler comme les résidus alimentaires dans un côlon envahi par les toxines. » Okay. Il y avait Alain Prochiante, qui était neurobiologiste et écrivain. Il avait dit « Ce n'est pas le cerveau qui génère la pensée, mais c'est bien la pensée qui génère le cerveau. » Ça, c'est la théorie du hamster. C'est la roue c'est dans le hamster, tourne dans la roue plus vite, dans un cerveau, il est plus brillant. Peut-être. Il y avait Alexandre Poté, écrivain français. Il avait dit « Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour résister aux rigueurs de la nature. Or, contre les rhumes de cerveau, il y a les perruques. » Il y a le fameux Albert Einstein, physicien allemand, bien sûr, qui avait dit « Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait amplement. » Oui, c'était un antimilitariste très convaincu. Oui. Là. Et il y avait Ludwig Holberg, qui était écrivain danois. Il avait dit « Il convient de préparer d'abord le cerveau de l'homme avant que d'y rien imprimer. Il faut premièrement apprendre à douter avant d'apprendre à croire tout. » Mais merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Ghislain. Un beau projet qu'on va suivre dans les prochaines années de Human Brain. Et les citations, c'est toujours intéressant aussi. Merci. On continue en chanson avec Sylvia, la chanson Chalet Rouge à Folie Douce. Vous êtes branchés sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. En terminant ce rendez-vous de Folie Douce, on y va avec la nomenclature des chansons. Ghislain Malo, votre choix musical à Pierre et à toi. En début d'émission, on a écouté Juste une trace. De Bastien Prudhomme. On a écouté Bamboula. Du groupe Les Trois Accords.
On écoutait dans la deuxième demi-heure Les Détours de Chantal Archambault. Et à l'instant, Chalet Rouge. Oui, de Sylvia, dans encore une veine country. Merci beaucoup, Ghislain et Pierre, pour votre choix musical. Merci, Pierre, à la mise en onde des les blocs Espresso et Espresso allongé. Bienvenue, Yvan. On y parlait d'ailleurs d'un beau projet, le projet Human Brain. Ça évoque toutes sortes de choses. Donc ça semble très intéressant. C'est un projet à suivre pour les prochaines années. Très intéressant à suivre. On a eu en début d'émission notre invitée, Mme Laflamme, qui nous a parlé de santé mentale au travail, et particulièrement dans un domaine financier où elle a œuvré. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des choses à faire pour changer les choses parce que les employés ont quand même des difficultés. Alors, c'était intéressant de la recevoir sur ce sujet-là. Mike Santoro était des nôtres aussi. En début de deuxième demi, il nous a parlé de démontrer de l'appréciation. Donc, tout ça à l'émission Folie Douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Bop